Bonjour à tous. Nous abordons aujourd'hui la dernière partie du cours sur la dynamique des fluides incompressibles. Nous allons apprendre à calculer les pertes de charge dont nous avons déjà un petit peu parlé lorsque nous avons établi l'équation de Bernoulli généralisée. Voici un rappel de l'équation de Bernoulli généralisée la plus complète possible, où on a pris en compte la charge du fluide en un point 1 de l'écoulement, une pompe de hauteur manométrique HP, la charge du fluide au niveau d'un point 2 de l'écoulement, la hauteur manométrique d'une turbine HT et les pertes de charge du fluide lorsqu'il s'écoule entre le point 1 et 2, delta H12. L'objectif du cours d'aujourd'hui est d'apprendre à calculer ce terme delta H12. Pour ce faire, il va d'abord falloir connaître quelle est la nature des pertes de charge qui nous intéressent, établir leurs expressions en fonction de leur nature, et puis enfin, apprendre à les calculer. On a déjà vu qu'il existe deux types de pertes de charge. Les pertes de charge qui sont dues au frottement visqueux, qu'on va appeler pertes de charge régulières ou linéiques. Les autres pertes de charge sont dues à la déformation des lignes de courant en raison d'un accident sur le circuit du fluide, comme un rétrécissement, un coude, une vanne, etc. On les appelle les pertes de charge singulières. Voici l'expression des pertes de charge régulières qu'il faut absolument connaître. Comme l'équation de Bernoulli, on peut exprimer ces pertes de charge dans différentes unités. Les premières expressions qui vous sont données sont exprimées en mètres de colonne de fluide. Les deuxièmes expressions sont données dans la dimension d'une pression, c'est-à-dire en pascal. Quelle que soit l'unité choisie pour exprimer ces pertes de charge, on peut les exprimer soit en fonction de la vitesse d'écoulement V, soit en fonction du débit volumique en utilisant le fait que la vitesse d'écoulement c'est 4 fois QV sur pi d carré comme on l'a déjà appris. Nous allons décortiquer une de ces expressions, celle des pertes de charge régulières exprimées dans la dimension d'une pression, c'est-à-dire en pascal. Cette expression, c'est delta PR égale lambda L sur D, ρ sur 2 V carré. On utilise la notation delta P petit r parce que les pertes de charge correspondent à une différence de pression si on les exprime en pascal. Le petit r est un indice pour rappeler qu'il s'agit bien des pertes de charge régulières, donc qui sont dues au frottement visqueux. Dans cette expression va intervenir le terme ρ sur 2 V carré, qui est le terme d'énergie cinétique par unité de volume et qui a bien la dimension d'une pression. L est la longueur de la canalisation qu'on considère, qui sera exprimée en mètres. D est le diamètre de la canalisation, exprimé en mètres également. Et lambda est un coefficient sans dimension, donc qui n'aura pas d'unité, qui s'appelle le coefficient de perte de charge régulière et qu'il va falloir déterminer en fonction de différents paramètres qu'on verra ultérieurement. En ce qui concerne le calcul des pertes de charge singulières, il existe aussi des expressions à connaître, exprimées soit en mètres de colonne de fluide, soit en pascal. De la même façon que des pertes de charge régulières, on peut utiliser des expressions qui font intervenir la vitesse d'écoulement petit v ou le débit volumique QV. Si on regarde l'expression des pertes de charge singulières exprimées dans la dimension d'une pression, c'est-à-dire en pascal, on se rend compte que l'expression est assez similaire à celle des pertes de charge régulières. On retrouve la notation delta P pour indiquer qu'il s'agit d'une différence de pression, lorsqu'on choisit de les exprimer en pascal. Le petit s est là pour indiquer qu'il s'agit bien des pertes de charge singulières. Et l'expression fait intervenir le terme d'énergie cinétique par unité de volume, ρ sur 2 V carré, où ρ est la masse volumique du fluide et V est une des vitesses d'écoulement de la singularité. On y reviendra plus tard. On trouve également dans cette expression un coefficient de perte de charge
singulière qui s'exprime parfois xi, parfois zeta, parfois grand K. Ce coefficient de perte de charge singulière est sans dimension, il n'a pas d'unité. Les coefficients de perte de charge lambda pour les pertes de charge régulières et psi, zeta ou k pour les pertes de charge singulières vont pouvoir être calculés en faisant intervenir différents paramètres. Pour lambda, le coefficient de perte de charge régulière, 3 paramètres différents interviennent. Le régime d'écoulement du fluide, la rugosité des parois et la géométrie de la canalisation. Pour le coefficient de perte de charge singulière, c'est uniquement la géométrie de la canalisation qui va intervenir dans le calcul et la détermination de ce paramètre, de ce coefficient. Le premier paramètre à regarder lorsque l'on souhaite calculer le coefficient de perte de charge régulière, c'est le type d'écoulement dans lequel on se situe, c'est-à-dire le régime d'écoulement. Les régimes d'écoulement, les différents régimes d'écoulement ont été mis en évidence par Osborne-Reynolds, dont vous pouvez voir le portrait en haut à droite de la diapositive, qui a mené une expérience minutieuse en 1883. Cette expérience est représentée sur le schéma sur la diapositive. Reynolds a fait en sorte d'introduire dans une canalisation horizontale dans laquelle circule un liquide transparent un filet de colorant exactement à la même vitesse que le liquide qui s'écoule dans la conduite. Et il a observé le comportement du colorant à différentes vitesses d'écoulement. Voici ce qu'il a observé lorsqu'il a mis en œuvre de faibles vitesses d'écoulement. Il s'est rendu compte que, dans ce cas, le colorant suivait une ligne parfaitement droite tout le long de la canalisation et qu'il n'y avait donc pas de mélange entre le liquide transparent et le colorant. Ce type d'écoulement est dit à filet parallèle. En augmentant légèrement la vitesse d'écoulement, à la fois du liquide transparent et du colorant, il a observé une déformation de la trajectoire du colorant avec des perturbations intermittentes qui arrivaient et au bout d'un certain temps, l'apparition d'un peu de mélange entre le colorant et le liquide transparent. À plus forte vitesse, l'écoulement est devenu très perturbé et il a pu observer de nombreux tourbillons et un mélange quasiment complet entre le colorant et le fluide au bout de la conduite horizontale. Pour résumer, on peut dire qu'au cours de ces expériences, le comportement du colorant a évolué lorsque la vitesse d'écoulement, à la fois du colorant et du liquide transparent, a augmenté. On est passé d'un régime très calme, d'un écoulement dit à filet parallèle, vers un écoulement complètement perturbé avec un mélange qui s'effectue entre le liquide transparent et le colorant. On peut aisément imaginer que d'autres paramètres peuvent également venir perturber le comportement de l'écoulement et donc du colorant qui s'écoule dans la canalisation. En particulier, si on augmente le diamètre, on va observer le même effet que celui de la vitesse. Plus le diamètre augmente, plus l'écoulement aura tendance à être perturbé. Par contre, si on augmente la viscosité du fluide transparent que l'on étudie, dans lequel on incorpore le colorant, on va observer une évolution contraire. Plus la viscosité va augmenter, plus le mélange entre le liquide et le colorant sera difficile. Donc on va aller vers un écoulement perturbé lorsque la viscosité du liquide va diminuer. Ces observations ont conduit à écrire, à définir un nombre adimensionnel caractéristique du régime d'écoulement, donc du comportement du fluide au cours de l'écoulement. Ce nombre adimensionnel n'a donc pas d'unité. On l'a appelé le nombre de Reynolds. Il traduit l'importance des forces de viscosité par rapport aux forces d'inertie qui s'exercent sur un fluide. Son expression est la suivante, il se note RE,
est égal à ρ VD sur mu, où ρ est la masse volumique du fluide considéré, V la vitesse moyenne d'écoulement, D le diamètre de la canalisation et mu la viscosité dynamique. On peut aussi l'exprimer en fonction de la viscosité cinématique nu en se rappelant que nu est égal à mu sur ρ. Ainsi, le nombre de Reynolds peut aussi s'exprimer V D sur nu. V, vitesse moyenne d'écoulement, D, diamètre de la canalisation, et nu, viscosité cinématique du fluide. Lorsque le fluide s'écoule à faible vitesse et que le nombre de Reynolds est inférieur à 2100, on parle de régime laminaire. Lorsque l'écoulement est fortement perturbé avec des vitesses d'écoulement élevées, et que le nombre de Reynolds est strictement supérieur à 4000, on parle de régime turbulent. Entre ces deux valeurs de nombre de Reynolds, 2100 et 4000, on parle d'un régime transitionnel. Les vitesses sont intermédiaires. Un autre paramètre qui intervient dans le calcul du coefficient de perte de charge régulière est la rugosité des parois. La rugosité correspond à la hauteur des aspérités du matériau qui constitue la canalisation dans laquelle s'écoule le fluide. Ça correspond au caractère plus ou moins lisse du matériau. Il y a deux types de rugosité. La hauteur même des aspérités s'appelle la rugosité absolue. Elle est généralement notée epsilon ou K et s'exprime en millimètres ou en micromètres. Lorsqu'on compare la hauteur de ces aspérités au diamètre de la canalisation, on va parler de rugosité relative. Elle est notée RU ou epsilon et n'a pas d'unité. La rugosité relative est donc égale à la rugosité absolue divisée par le diamètre de la canalisation. Dans le cas des écoulements turbulents, c'est-à-dire pour des nombres de Reynolds supérieurs à 4000, la rugosité de la paroi va jouer un rôle important et on va distinguer deux types d'écoulements. Les écoulements hydrauliquement lisses ou les écoulements hydrauliquement rugueux. Dans le cas des écoulements hydrauliquement lisses, la rugosité est faible. La hauteur des aspérités n'est pas très élevée. Ainsi, l'influence de ces hauteurs d'aspérité va être négligeable sur l'écoulement du fluide. En fait, il va se créer une sous-couche laminaire qui va venir masquer la hauteur des aspérités. Dans le cas où la rugosité est élevée, l'influence ne pourra plus être négligée sur l'écoulement du fluide. La sous-couche laminaire va bien exister, mais ne pourra pas complètement masquer ces aspérités comme si elles n'étaient pas là. Et donc cela va créer des perturbations et des zones tourbillonnaires au niveau des aspérités, et on va parler ainsi d'écoulement hydrauliquement rugueux. Cette diapositive vous donne à titre d'information quelques valeurs de rugosité absolue qui est notée ici epsilon et qui s'exprime en millimètres, donc pour différents types de matériaux. Maintenant que nous avons défini les régimes d'écoulement et le nombre de Reynolds qui est associé, ainsi que la rugosité absolue et la rugosité relative, nous allons pouvoir déterminer le coefficient de perte de charge régulière lambda. Il y a plusieurs façons de le déterminer. La plus simple est une détermination graphique à partir d'un diagramme qu'on appelle le diagramme de Moody. En voici une représentation simplifiée. Sur ce diagramme, sur l'axe des abscisses, on trouve la valeur du nombre de Reynolds, qu'il aura fallu calculer préalablement. Généralement, ce diagramme est donné en échelle logarithmique. Sur l'axe des ordonnées, on trouve la valeur du coefficient de perte de charge régulière lambda que l'on cherche à déterminer. Ce graphique contient de nombreuses courbes, chacune correspondant à une valeur de rugosité relative qui n'a pas de dimension. Pour montrer comment fonctionne ce graphique pour déterminer la valeur de lambda, on va partir d'un exemple.
On considère un écoulement pour lequel le nombre de Reynolds est égal à 100 000, c'est-à-dire 10 puissance 5, et une rugosité relative de 0,02. On commence par tracer une ligne verticale, une droite verticale, à partir de la valeur RE égale 10 puissance 5. Puis, on repère la courbe correspondant à la rugosité relative 0,02. On a mis en vert ici. À l'intersection de cette courbe verte et de la ligne de la droite verticale rouge, on dessine un point et on trace une droite horizontale jusqu'à l'axe des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, on peut alors lire la valeur de lambda égale, ici, 0,05. Voici le diagramme de Moody un petit peu plus complet, où on retrouve le nombre de Reynolds sur l'axe des abscisses, le coefficient de perte de charge régulière sur l'axe des ordonnées et les différentes courbes qui correspondent aux rugosités relatives. On peut retrouver sur ce graphique les trois types de régimes d'écoulement. Le régime laminaire, complètement à gauche, avec une seule courbe qui va nous permettre de trouver le coefficient de perte de charge régulière en fonction uniquement ici du nombre de Reynolds. Il s'agit de la loi de Darcy, on reviendra dessus un petit peu plus loin. Entre les deux zones en pointillés rouges, qui correspond à une toute petite zone finalement du graphique, on retrouve le régime transitionnel. Et à droite du graphique, on a le régime turbulent avec en bas plutôt tout ce qui va concerner le régime hydrauliquement, les écoulements hydrauliquement lisses, et plutôt en haut les écoulements hydrauliquement rugueux. Voici en résumé la démarche qu'on va adopter pour calculer des pertes de charge régulières sur une installation. Dans un premier temps, il faut connaître les propriétés du fluide, c'est-à-dire soit sa masse volumique et sa viscosité dynamique, soit sa viscosité cinématique. Dans un deuxième temps, on va chercher à connaître les caractéristiques de la canalisation, son diamètre, sa longueur et la rugosité relative. Ensuite, on va calculer, si elle n'est pas connue, la vitesse moyenne d'écoulement dans cette canalisation, ce qui nous permettra de calculer le nombre de Reynolds. Comme on connaît la rugosité relative et le nombre de Reynolds, on pourra utiliser le diagramme de Moody pour trouver la valeur du coefficient de perte de charge régulière. Et on utilisera cette valeur dans la formule des pertes de charge régulières que l'on a vu précédemment et qu'on peut calculer soit en mètres de colonne de fluide, soit dans la dimension d'une pression en pascal. La détermination du coefficient de perte de charge régulière lambda à partir du diagramme de Moody est très pratique et facile à utiliser, mais n'est pas très précise. Si on souhaite être plus précis, il existe des formules empiriques que l'on va pouvoir utiliser pour calculer lambda en fonction du régime d'écoulement et de la rugosité de la conduite. On peut remarquer sur la première ligne, en régime laminaire, la loi de Poiseuille, qu'on appelle aussi parfois la loi de Darcy, qui dit que le coefficient de perte de charge régulière est égal à 64 divisé par le nombre de Reynolds. Pour des conduites lisses, dont la rugosité peut être négligée, et un régime turbulent jusqu'à un nombre de Reynolds qui vaut 5 puissance 5, il existe également une formule très pratique qui est la formule de Blasius qui dit que lambda est égal à 0,316, nombre de Reynolds à la puissance 0,25. Enfin, lorsqu'on va être dans des régimes complètement turbulents et des conduites qui sont rugueuses, la formule la plus utilisée est la formule sur la dernière ligne, celle de Colebrook, qui est une formule implicite qui va nécessiter de faire des itérations pour pouvoir calculer le coefficient de perte de charge lambda. Il faut garder en tête qu'en régime turbulent et pour des rugosités de parois courantes, c'est-à-dire une rugosité relative inférieure à 0,01, le coefficient de perte de charge régulière est de l'ordre de 0,02 à 0,04. La formule de Colebrook n'est pas très pratique à utiliser du fait de l'obligation de faire des itérations pour pouvoir calculer lambda.
Il existe des formules explicites qui sont tirées de la formule de Colebrook qui s'appellent les formules de Swaney and Jane, et qui permettent de calculer les pertes de charge régulières dans certaines conditions. Il faut que la rugosité relative soit comprise entre 10-6 et 10-2, et que le nombre de Reynolds soit compris entre 5000 et 3 10 puissance 8. Dans ce cas, on a cette formule qui nous donne la perte de charge régulière exprimée en mètres de colonne de fluide en fonction du débit volumique et du diamètre de la canalisation. Si on connaît la perte de charge et le diamètre, on a une autre formulation qui nous permet de calculer le débit volumique. Enfin, si on connaît la perte de charge et le débit volumique, cette autre formule nous permet de calculer le diamètre de la canalisation. Ce sont des formules qu'on peut utiliser pour faire du dimensionnement de canalisation à partir, par exemple, d'un débit volumique imposé par une norme ou un DTU et d'une perte de charge qu'on ne veut pas dépasser par rapport à des économies d'énergie, par exemple. Ce qui va nous permettre de calculer le diamètre de la canalisation qu'on voudra mettre en place. Jusqu'à présent, je vous ai parlé essentiellement de conduites cylindriques avec un certain diamètre. Bien sûr, et vous le savez, notamment en aérolique, dans tout ce qui va être réseau de ventilation, les conduites ne sont pas forcément circulaires, mais peuvent être carrées ou rectangulaires. Dans ce cas, les formules vont rester valables dans une certaine gamme, et le diamètre qu'on considérera est ce qu'on appelle le diamètre hydraulique. Alors on met un petit indice H pour signifier qu'il s'agit du diamètre hydraulique. Et ce diamètre hydraulique est égal à 4 fois la section de passage du fluide divisé par le périmètre mouillé, c'est-à-dire le périmètre de la canalisation qui est en contact avec le fluide. Le nombre de Reynolds prend exactement la même expression que précédemment. On remplace juste le diamètre de la conduite circulaire par ce diamètre hydraulique. Le diagramme de Moody permettra également de faire une détermination graphique du coefficient de perte de charge régulière lambda à condition que les rapports des côtés de la canalisation soient compris entre 1/3 et 3. En ce qui concerne les pertes de charge singulières, donc dans tout ce qui va être accident sur un réseau de canalisation, comme un élargissement brusque, un rétrécissement brusque, un coude ou un divergent, la perte de charge, la perte d'énergie du fluide est liée à la perturbation des lignes de courant qui est liée à la géométrie. On va avoir soit des lignes de courant qui vont avoir tendance par exemple à s'écarter, à s'évaser avec la formation dans certaines zones de recirculation qui vont avoir tendance à freiner, à faire perdre de l'énergie au fluide. Il n'existe pas de graphique ni de formule toute faite pour calculer le coefficient de perte de charge singulière. Ça va dépendre de chaque singularité, de la géométrie de chaque singularité. Je vous ai donné ici quelques exemples de coefficients de perte de charge singulière qu'on peut retrouver très classiquement pour un élargissement brusque, un divergent, un rétrécissement brusque, un convergent, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on va calculer ensuite, une fois qu'on a déterminé ce coefficient de perte de charge singulière, et qu'on va calculer ensuite les pertes de charge générées par cette singularité, la valeur de la vitesse qu'on va utiliser sera toujours la vitesse la plus élevée. Donc là, par exemple, dans l'élargissement brusque, on prendra la vitesse au niveau de la plus petite section, de la section S1, donc la vitesse V1. Pareil pour le divergent. Par contre, pour le rétrécissement brusque, on prendra la vitesse au niveau de la section S2. Sur ce graphique, vous trouverez encore des exemples de valeurs numériques de coefficients de perte de charge singulière pour différents types de singularités, des coudes brusques, des coudes arrondis, des coudes prolongés, élargissement brusque, élargissement doux, avec différents types de sections circulaires, carrées ou rectangulaires. Voici d'autres valeurs que l'on va pouvoir trouver notamment dans les réseaux de ventilation avec des T, des aspirations, du soufflage, etc. qui va générer forcément des pertes de charge également. Enfin, sur les installations hydrauliques, on va pouvoir trouver des robinets, différents types de robinets ou différents types de vannes qui vont nous permettre d'adapter le débit
et même de faire l'équilibrage des réseaux. On en reparlera plus tard. Et vous avez ici des exemples de valeurs également de coefficient de perte de charge singulière pour ces différents instruments, singularités qu'on va pouvoir retrouver sur nos réseaux hydrauliques. Pour calculer les pertes de charge totales d'un réseau entre deux appareils, on va venir sommer tous les coefficients de perte de charge régulière par tronçon de même diamètre et de même nature, et on va sommer également tous les coefficients de perte de charge singulière. Donc ça nous donne un coefficient de perte de charge total pour cette partie de réseau qu'on viendra multiplier ensuite par le terme d'énergie cinétique par unité de volume, de façon à avoir une expression de perte de charge de ce tronçon, soit en pascal, soit en mètres de colonne de flux.